Apparemment, je suis seul là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées? Non, zéro participant. Ok. Qui est connecté? Deux, trois personnes. Deux personnes sont là. Barkar Sallah, je vous attends. De toute façon, je suis en train d'enregistrer, donc même s'il n'y a pas assez de participants, je peux le faire et ceux qui vont suivre, ils vont le suivre après sur les réseaux. Ok. Un participant réagir. Outil de l'autre. Ok. Plus. Je sais pas si vous voyez mon écran ou pas. Normalement, ainsi, je suis en mode partage de l'écran là. Je pense que je peux commencer avec ceux qui sont là. Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai décidé de faire ce petit thème juste pour amener un peu de lumière, répondre à certaines questions que les gens se posent sur les impacts économiques de la situation que vous connaissez en Iran, l'impact économique sur les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Parce que c'est là-bas, c'est de là-bas dont on vient, c'est notre zone. Donc, ce qui se passe dans le monde et comment ça va impacter nos pays nous interpelle. OK. Bon, écoutez, on va continuer. De toute façon, je pense à cause de la fête, les gens sont un peu fatigués, c'est normal. Et donc, quand même, j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de personnes ici. Mais bon. J'ai redéfini le terme restriction.
Parce que, au début, je pensais que c'était une fermeture totale du Détroit par les Iraniens. Vous savez, le Détroit, ça, c'est la zone où on voit ici. C'est juste cette zone-là qui est très, très petite en réalité, une cinquantaine de kilomètres, dont 10 kilomètres seulement de largeur est navigable. Donc, c'est facile pour les Iraniens de bloquer ça. Mais il semblerait que, ils font des exceptions pour beaucoup de pays. Par exemple, ils font des exceptions pour les Chinois, pour certains pays asiatiques. Ils se focalisent plus sur les États-Unis, Israël et puis leurs alliés. C'est ces pays-là, en fait, auxquels ils empêchent d'avoir accès à cette zone. Donc, cette zone, c'est important parce que il y a l'Iran qui est producteur net de pétrole, exportateur. Ensuite, il y a l'Irak, il y a tous les pays qui sont là en réalité. Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, Koweït, Émirats Arabes Unis. Tous, tous, ils sont producteurs de pétrole. Donc, c'est une zone très cruciale, une zone très cruciale qui représente 20%, n'est-ce pas, du pétrole mondial. Donc 20% rien que dans cette zone. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, euh, à cause de la quantité, n'est-ce pas, de pétrole qui n'est plus assez sur le marché, l'offre, économiquement on appelle ça l'offre, qui baisse, quand l'offre baisse, les prix augmentent. Ça, c'est un truc intuitif. Donc, les gens savent comment ça marche déjà. Dès que la quantité d'un produit diminue et les prix augmentent, maintenant, la hausse, là, et on dit qu'elle doit aller de 30% jusqu'à 100%. Pour l'instant, on est autour de 90 à 100 dollars à peu près le baril, alors que juste avant que cette guerre ne commence, le baril était vers les 65 dollars déjà. Donc déjà, on a une hausse qui atteint déjà minimum les 50% ou plus. Donc voilà. Voilà, je reviens un peu. Et la plus grosse hausse qu'on a eue ces dernières années, c'était en 2022, quand la Russie avait engagé son opération spéciale ou invasion en Ukraine. Quelques semaines après, le pétrole est monté jusqu'à 120 dollars et après, c'est redescendu. C'est normal parce qu'à ce moment, la Russie est un producteur exportateur, mais là-bas, on ne parle pas de choc. C'est juste que la production de la Russie est partie vers d'autres pays. La Russie n'a pas cessé de produire le pétrole et les gens n'ont pas cessé d'acheter. C'est juste que les acheteurs ne sont plus les Occidentaux, mais des pays comme la Chine, comme l'Inde, etc. Donc le prix est monté pour une courte période et c'est redescendu. Dans notre cas ici, c'est qu'on n'aura pas assez de pétrole dans le long terme. Dans le court terme, maintenant, ça va. Les pays, ils, ils ont, vous savez, chaque pays a des réserves stratégiques qui lui permet, en cas de ce genre de problème, de rester, de pouvoir utiliser le pétrole pendant une certaine période, généralement 3 mois, 4 mois, 6 mois, ça dépend des pays. Donc, ces réserves d'urgence là, c'est ce que les pays sont en train d'utiliser pour compenser. C'est pour cela que le prix, pour l'instant, n'a pas explosé. Maintenant, quand le prix du pétrole augmente, qu'est-ce qui se passe? On a le prix du transport qui augmente naturellement. Et quand le prix du transport augmente, ça, c'est la logistique, c'est le coût de production qui augmente partout. Parce que la logistique, elle est partout dans tout ce qui est domaine de production. Donc, une fois que les déplacements de toutes ces machines-là qu'on utilise, le déplacement coûte cher, ça veut dire que le coût de production va augmenter et donc il y aura de l'inflation un peu partout dans le monde, ce qui est tout à fait logique parce que le pétrole, en réalité, c'est le cœur de l'économie, n'est-ce pas? Maintenant, venons au cas des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai catégorisé ça en quatre groupes. On a le premier groupe de pays.
qu'est-ce qu'on a? On a les importateurs nets, Mali, Burkina, Bénin, Togo, tout ça. C'est des pays, en réalité, qui sont dans une situation très compliquée. Ils ne produisent ni de pétrole et ils ne produisent pas autre chose encore. Et genre, ils n'ont pas de raffinerie. Parce que je vous donne l'exemple de certains pays comme le Japon, même Israël et les pays comme la Chine, tout ça. Même quand ils n'ont pas de pétrole, ils peuvent importer le pétrole brut et le transformer sur place parce qu'ils ont des raffineries. Les, la première catégorie de pays là, dont je parle, les pays importateurs, ils n'ont ni le pétrole, ni des raffineries. Donc, dès que le coût du pétrole augmente, le prix augmente, ça impacte directement leur économie sur plusieurs niveaux. Non seulement le prix sera élevé, mais aussi ça va jouer sur les produits qu'ils vont importer. Parce que quand les prix du pétrole augmentent et qu'il y a l'inflation partout dans le monde, tout ce que nous importons, surtout les Africains, on importe beaucoup de choses. Si vous voulez la preuve, allez dans les supermarchés, regardez les produits qu'on consomme. Vous allez comprendre que presque tout ce qui nous vient de l'extérieur, généralement de l'Asie. Et donc, ces produits vont devenir un peu plus chers sur le marché. Et donc là, vous voyez, c'est un autre impact négatif, n'est-ce pas? Maintenant, on a une deuxième catégorie de produits, de pays. Ils sont deux, le Niger et le Sénégal. Eux, ils sont nouvellement producteurs de pétrole. En réalité, le Niger est producteur depuis 2011, mais la production du Niger entre 2011 à 2024, c'était juste pour la consommation locale généralement. Ce n'était pas destiné à l'exportation. Heureusement, on a toujours Soraz, là où on raffine le pétrole. Ça a été une très bonne politique d'avoir la Soraz où le pétrole, on ne l'exporte pas. Pour importer le produit fini, on le transforme sur place en produit fini et ça va servir au marché local. Le reste, on importe du Nigeria, surtout les pays qui sont voisins du Nigeria. Pas les pays, pardon, les zones qui sont qui sont voisines du Nigeria. Pour le Sénégal, ils ont commencé récemment. Donc pour le Niger et le Sénégal, normalement, dans cette situation, leurs recettes budgétaires vont augmenter. Si le prix augmente, donc ça veut dire qu'eux, ils vont gagner à ce niveau-là. Mais il n'y a pas que les gains, il y a les pertes. Comme c'est des importateurs aussi de produits et de première nécessité, on importe, les produits finis, on importe, tout ça là. Donc il y aura de l'inflation qu'on va importer, les prix vont augmenter malgré que on a un petit avantage, mais on a d'autres inconvénients. On a le cas du Nigeria. En réalité, le Nigeria, c'est le seul exportateur, grand exportateur net dans la zone. Ils ont à peu près 1,3, 1,5 million de barils exportés par jour. À titre d'exemple, le Niger, maintenant, nous arrivons à peine à 90 000. Donc, il y a une grande différence. Le Nigeria, c'est un exportateur net. Malheureusement, le Nigeria, il manque de raffinerie. Donc, c'est pour cela que le milliardaire Dangote, il s'est lancé et il a créé cette raffinerie-là pour essayer de répondre à la demande, malgré qu'il y a des gens qui lui mettent les bâtons dans les roues. Mais c'est très, très important d'avoir une raffinerie pour transformer sur place. Et enfin, il y a la catégorie des pays en transition, c'est-à-dire c'est le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ils sont producteurs de pétrole, mais leur production n'est pas très élevée. Généralement, elle couvre un peu, parfois la demande locale, parfois ils ne couvrent pas, parfois ils importent, parfois ils n'importent pas, tout ça. Donc eux, ils sont dans une situation un peu en équilibre. Donc maintenant, je voulais mettre un peu l'accent sur les pays du Sahel. Les pays du Sahel ont des sérieux problèmes de, de dépendance en réalité, à cause de l'enclavement. Ça, tout le monde le sait. Donc cet enclavement-là fait que quand une crise vient, généralement, les pays du Sahel la vivent doublement. Ça impacte beaucoup plus les pays du Sahel. Donc on a, et en plus, généralement, on importe beaucoup les produits même alimentaires. Donc, on importe presque tout. Une fois que ça vient au port, ça va
passer par des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, etc., le Ghana, pour arriver dans les pays du Sahel. Donc, ça fait que le coût est élevé. Maintenant, si le coût du pétrole augmente, ça veut dire que le coût du transport va encore augmenter. Et donc, les pays du Sahel vont encore subir plus cette inflation-là. Et il y aura des risques sociaux. Ça, c'est si le gouvernement ne n'essaie pas de contrôler le prix du pétrole, s'il laisse le prix du pétrole augmenter sur le marché et pour les consommateurs, là, ça risque de créer des problèmes sociaux. Parce que là, quand vous achetez au Niger, par exemple, on achète le pétrole, le carburant, je pense, l'essence, à, si je ne dis pas de bêtises, hein, à 500, je crois. Maintenant, si jamais on suit ce qui se passe sur le prix du marché, le prix a augmenté de 50%, par exemple. Donc, si le Niger suit normalement, notre carburant doit coûter maintenant 700, 800. Allez voir et imaginez ce qui va se passer si jamais demain on vient en dire ok, le carburant que vous achetez à 700, 500 là, maintenant vous allez l'acheter à 700. Là, ça va être très très compliqué. Le gouvernement va subventionner pour éviter de se créer des problèmes. Et voilà, le cas du Niger, spécifiquement, on est passé de 20 000 barils par jour à 90 000. Ça, c'est quand on a commencé à exporter via le pipeline qui quitte la zone d'Agadem jusqu'au Bénin. Donc, le pipeline de la discorde où on a des problèmes avec nos chers voisins du Bénin, particulièrement avec le président. Donc, cette dépendance du corridor externe est un grand problème pour le Niger. Parce que c'est comme dans le cas de ce détroit de d'Ormuz là. Vous voyez, il suffit que l'Iran mette un peu de pression, ils arrivent à mettre en difficulté des pays comme l'Émirat arabe uni, ce que les gens appellent communément Dubaï, et il y a aussi le Qatar, il y a l'Arabie saoudite, tous ces pays riches du Golfe là dépendent de petite, de ce petit passage de 10 kilomètres que si l'Iran bloque, ils seront dans des difficultés énormes. Non seulement ils ne peuvent pas exporter leur pétrole, leur gaz naturel, et ils ne peuvent même pas importer les produits qu'ils importent d'habitude. Parce que c'est des pays, généralement, ils ne sont pas très versés dans l'agriculture. Donc, généralement, ce qu'ils mangent, ils l'importent. Donc, vous voyez, c'est très, très compliqué. C'est un peu un truc similaire pour le cas du Niger. Vous voyez, dès qu'on a un petit problème avec le Bénin, le pétrole ne sort pas. Donc, on a le pétrole, mais on ne peut plus l'utiliser. Notre raffinerie de Soraz ne peut raffiner que 20 000, alors que nous, on a la capacité de faire 110 000. Et même quand on sera en pleine capacité, ça peut aller jusqu'à 200 000 barils par jour, vous voyez. Donc, ça, c'est un grand problème pour le Niger. Et je suis parti chercher des archives pour voir, à l'époque, le choix qu'on avait quand ils ont découvert ce pétrole. Et il y avait l'option qu'ils ont choisi, passer par le Bénin. Mais il y avait une autre option qu'ils avaient délaissée, c'est-à-dire passer par le Tchad et rejoindre le pipeline que les Tchadiens utilisent pour exporter leur pétrole via le Cameroun. Ça aurait, il me semble que la distance est beaucoup plus courte. Ça aurait été peut-être plus avantageux, je ne sais pas pour quelles raisons ils ont décidé de passer par le Bénin. Et si vous regardez bien sur la carte, ils ont prévu de faire une raffinerie, mais pas au Niger. Allez savoir, je ne sais pas pourquoi. Une raffinerie au Nigeria, mais c'est le pétrole du Niger qui va ravitailler cette raffinerie. Je me suis demandé pourquoi ils n'ont pas pensé à faire une deuxième raffinerie au Niger. Parce que la stratégie qu'on a adoptée, c'est la mauvaise stratégie. On aurait dû, à mon avis, même si on va exporter par les pipelines, construire plus de raffineries, avoir une deuxième raffinerie qui peut aller peut-être jusqu'à 50 000 barils par jour. De toute façon, si on raffine ce pétrole, on peut le revendre au Mali et au Burkina, qui sont nos voisins. Maintenant, on est dans la même alliance. Ça les aurait soulagés. On aurait pu même vendre dans des pays comme le Nigeria. Donc, la raffinerie est très importante, mais ils n'ont pas accordé l'importance, peut-être parce que ça va coûter un peu plus cher, ça va prendre du temps.
Voilà. Maintenant, les impacts macroéconomiques, donc sur l'économie d'une manière globale. L'inflation, j'en ai déjà parlé. Les déficits publics, c'est-à-dire les pays qui n'exportent pas le pétrole, qui importent le pétrole, vont avoir des problèmes au niveau de leur budget parce qu'ils ont prévu, quand on fait la loi de finances, le budget de l'année, c'est à partir d'un certain niveau du prix du pétrole. Maintenant, si le prix du pétrole augmente, à ce moment-là, le gouvernement il est obligé, pour éviter les crises sociales, pour éviter des soulèvements populaires, il est obligé d'augmenter sa subvention sur le pétrole pour que le prix du pétrole sur le marché reste bas, reste stable. Mais si le gouvernement ne subventionne pas, le prix sur le marché local, il va augmenter, ça va avoir un effet négatif sur l'économie et même sur la stabilité du gouvernement lui-même. Le troisième point, c'est la dépréciation ou bien la baisse des réserves. J'ai dit les deux parce que on parle de dépréciation quand il s'agit des pays qui ont leur propre monnaie, comme le Nigeria ou le Ghana, et aussi de baisse de réserves si vous êtes dans la zone du franc CFA. Donc, vous aurez des effets négatifs, que vous ayez votre propre monnaie ou pas. Et enfin, le ralentissement, ça veut dire que les activités économiques vont diminuer, il y aura de l'inflation, ce que les économistes appellent la stagflation. En conclusion, j'ai voulu ne pas être très long pour un premier webinaire. On voit bien que l'Afrique, c'est pas que nous sommes pauvres en pétrole. Si vous regardez l'Afrique de l'Ouest, on a Niger, Nigeria, euh, Côte d'Ivoire, Ghana, maintenant Sénégal. Et c'est sûr que dans les années qui vont venir, d'autres pays vont découvrir du pétrole. On en a. Mais il y a le manque de raffinerie, par exemple. Il y a le manque de, de sources d'énergie alternatives, comme les énergies renouvelables. Nous avons le soleil, nous avons l'uranium, nous avons beaucoup d'autres sources alternatives d'énergie. Et donc, ce n'est pas une pauvreté en pétrole, mais c'est une pauvreté en énergie en réalité qu'on a. Et ça laisse nos pays très vulnérables. Dès qu'il y a un choc pétrolier, les gens vont penser que ça regarde l'Iran et les pays du Golfe. Non. L'effet, peut-être les gens ne le sentent pas maintenant, mais croyez-moi, les gens vont le sentir dans les mois qui vont venir. Ce qui est en train de se passer actuellement, même si la guerre s'arrête net aujourd'hui, les effets là, on va les ressentir dans les mois qui vont venir. Donc voilà. Je m'arrête ici. Je pense que je n'ai pas pris tout le temps. Je prendrai vos questions si vous avez des questions ou bien vous voulez lancer des discussions, je ne sais pas. J'attends vos réactions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a bonsoir? Juste, OK. Vraiment, si le Niger arrive à bien gérer son... Est-ce que la guerre de l'Iran nous concerne en tant qu'Africains? Bien sûr. Excusez-moi, la guerre, elle nous concerne en réalité sur plusieurs domaines. Je suis en train de parler même du plan, sur le plan économique. La guerre là-bas nous concerne parce que les économies mondiales sont intégrées. On importe les produits venant de la Chine, de l'Asie, d'un peu partout dans le monde. Et si ces produits-là deviennent plus chers, on va les ressentir dans nos poches. Ça va jouer sur nos économies. Et surtout que les pays africains, nous ne produisons pas assez. Nous ne transformons presque rien. Nous importons généralement tous les produits transformés. Comme je l'avais dit, si vous regardez, allez sur le marché, regardez ce qu'on utilise sur le marché, à part peut-être les condiments. Allez voir le riz, il vient de quoi? Pakistan, il vient de, je sais pas moi, Bangladesh, de l'Inde.
Allez voir les petits jouets que les enfants achètent, ça vient de la Chine. Rien, même les aiguilles, on importe du tout. Et ces produits, quand ça va devenir cher à cause du pétrole, et ça va nous impacter. Donc, c'est un impact indirect. Et aussi, si vous voulez voir sur le plan peut-être politique ou géopolitique, l'impact, peut-être, c'est que les gens vont se dire, vont se rendre compte que il y a des pays comme les États-Unis ne vont pas reculer, ils ne reculeront devant rien pour atteindre leur objectif, quitte à avoir des faux prétextes et aller bombarder des pays qui ne l'ont rien fait. Peut-être là, c'est sur le plan politique, géopolitique. Qu'en est-il du pipeline avec le Bénin, du moment où c'est entendu sur le plan politique entre les deux pays? Y a-t-il des inconvénients pour le Niger? Non, justement, c'est pour cela que quand il y a eu ce petit problème-là, la Chine, les Chinois ont intervenu pour que le pétrole puisse continuer à être exporté via le Bénin, en fait. Moi, c'est plus même peut-être les questions de sécurité ou bien peut-être un autre changement de régime au Bénin. On ne sait pas, il y a beaucoup d'incertitudes, en fait. Et c'est pour cela que je trouve cette situation un peu délicate, en fait. Surtout ça. Je sais qu'il y a une entente et que entre le Niger, le Bénin et l'entreprise chinoise qui exploite ce pétrole. Donc, même si la frontière est fermée, ceux qui ils se sont entendus que le pétrole va continuer à sortir. Mais à tout moment, des choses peuvent arriver. C'est pour cela que, pour moi, avoir des raffineries sur place, c'est vraiment la meilleure des choses, en fait. Ça, c'est mon avis. Vous avez parlé du pétrole. Est-ce que le Niger adopte la meilleure construction d'une raffinerie? Bien sûr, moi, je pense que la construction d'une raffinerie est une bonne chose, est une bonne idée. Absolument. Absolument. La construction d'une raffinerie vous permet déjà de créer de l'emploi. Ça, c'est un. Et vous permet de ne pas dépendre. Je comprendrais si le Niger était à la place du Nigeria. Le Nigeria a ses ports. Il peut exporter son pétrole facilement. Via ces ports, les pétroliers vont venir, vont charger, vont partir. OK. Mais pour le Niger, nous, on n'a pas assez accès au port. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Bénin. Donc, le fait qu'on n'a pas accès à la mer, donc si on transforme notre pétrole prêt à être consommé, il y a déjà nos deux pays voisins, nos deux alliés, le Burkina et le Mali, qui sont importateurs de pétrole, qui n'ont pas de pétrole. Donc, la production du Niger, si elle est transformée, même en partie, on peut peut-être même s'entendre avec eux. On fait des raffineries chez nous et puis chacun d'entre eux font une raffinerie. On va les ravitailler en pétrole brut. Ils vont transformer eux aussi. Donc, je pense que la transformation, c'est ce qu'il y a de meilleur à faire plutôt que de l'exporter brut. Est-ce que le Niger doit aussi faire une deuxième pipeline? Oh, ça, je ne pense pas que ça soit. Bon, peut-être oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire multiplier, en fait. Dans l'économie de l'énergie, en fait, ce qui est important, c'est vrai. Et l'économie de l'énergie, c'est essayer de multiplier les sources d'énergie et essayer de multiplier aussi, pas les sources seulement. Genre, la manière dont vous produisez, vous exportez l'énergie, c'est important. Essayer de minimiser le risque. Voilà ce que je voulais dire. Minimiser le risque. Nous voyons que si on avait deux pipelines, un partant au Bénin et l'autre au, au Cameroun, on aurait eu moins de chantage en réalité, donc moins de problèmes. Parce que si l'un sait que l'autre est prêt à faire ce que lui n'est pas prêt à faire, donc vous voyez, là, ça va être bonus pour nous. Et en plus, si on a une raffinerie, une plus grande encore raffinerie, donc à ce moment-là, vous êtes plus souverain en réalité. Vous avez moins de problèmes, les gens ne vont pas trop venir vous causer de problèmes.
avec votre pétrole. Ok. Hmm. Merci. Il est alors plus prioritaire de créer une raffinerie que de faire un éventuel deuxième pipeline. Je pense, oui, je pense. Parce qu'on aura plus de travail et plus de boulot sur place. On aura plus de contrôle, en fait. Parce que tant on n'a pas accès à la mer, bon, ce qui ne va pas changer, c'est la géographie. On sera toujours un peu soumis, euh, un peu contraint, en fait. C'est bon, je pense que déjà, c'est le lendemain, le jour de la fête chez nous ici. On va pas trop. Supposons que la guerre s'arrête aujourd'hui. Dans quel délai l'inflation peut être ressentie dans mon pays, le Niger? Dans votre pays, le Niger, déjà, j'aurais appris qu'en Chine, les produits ont commencé à augmenter les prix. Donc, si les prix augmentent au mois de mars, vous partez en Chine, vous achetez les produits pour que ça arrive au Niger par le conteneur. Ça vient au port peut-être en 3 semaines, un mois. Le transit peut-être aussi, disons 2 mois. Je pense que ça, on va commencer à ressentir ça. À mon avis, 1 mois, 2 mois, on va commencer à ressentir ça réellement. OK. Euh, c'est bon, je pense que pour une première fois, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter ici. Prochainement, on va essayer de parler d'un sujet qui concerne plus spécifiquement les pays de l'AES. J'ai un sujet en tête, je vous le ferai savoir. Ça concernera un peu les stratégies de développement que les trois pays en coordination peuvent adopter pour briser un peu leur enclavement, pour augmenter le commerce qu'ils ont entre eux. Parce que si vous avez beaucoup de production et puis de la complémentarité, vous pouvez faire beaucoup plus de commerce intra-régional entre les trois pays, en fait. Merci pour la présentation. OK, merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve bientôt. Et au revoir et bonne soirée à vous. Barka de Sallah. C'est aujourd'hui qu'on a fêté.